Besançon, c'est Magali qui vous parle pour l'émission Autour du handicap. Alors, aujourd'hui, on va recevoir en premier l'association AFPI, AFPIE. Donc, je vais lui demander directement de se présenter. Je vais lui demander son prénom aussi directement. Voilà, bonjour, vous m'entendez? Oui, merci, je vous entends très bien. Bonjour, je suis Yael Castellana et je suis la présidente de l'AFPI, qui est l'Association française des pneumopathies interstitielles de l'enfant, qui a été créée en août 2012, donc ça va bientôt faire 10 ans, et on encadre en fait des familles de patients avec des enfants qui sont atteints par des maladies génétiques rares, pulmonaires. Donc on a à peu près une cinquantaine de familles de patients maintenant. D'accord. Alors, présentez-vous, vous, votre personne à vous. Vous êtes une maman d'un enfant qui est malade aussi. Alors, donc, Oui, alors, tout à fait. En fait, ma fille a été diagnostiquée à l'hôpital Necker d'une pathologie pulmonaire sur le surfactant. Le surfactant, c'est un liquide qu'on a à la surface des poumons et qui permet de maintenir les alvéoles ouvertes. Donc ma fille a été hospitalisée pendant presque un an et a été traitée par des cures de corticoïdes pour éviter l'inflammation pulmonaire, et elle est restée en fait pendant 3 années de sa vie H24 avec une oxygénothérapie dépendante. Donc j'ai créé l'association quelques années après, quand ma fille est sortie en fait des traitements et qu'elle allait beaucoup mieux, pour pouvoir en fait rencontrer d'autres parents qui étaient dans la même situation que moi, et afin de partager nos expériences. d'accord. Et puis donc, cette association-là, elle s'appelle AFPI. Hein? Donc, pourquoi AFPI? Alors ASPI, ça veut dire Association française des pneumopathies interstitielles de l'enfant. D'accord. Donc, ce sont en fait des pathologies qui ne touchent que des jeunes enfants à la naissance, pour la plupart du temps. Et toutes les pathologies en fait qu'on regroupe. Donc, moi, ma fille a une maladie sur le surfactant pulmonaire, mais il y a aussi des enfants qui sont atteints de protéinose pulmonaire ou des histiocytoses. Il y a plusieurs types de pathologies pulmonaires rares. Donc voilà, je me suis un petit peu diversifiée après par la suite, parce que en fait les traitements sont similaires, et puis l'inflammation pulmonaire, voilà, les conséquences de ces maladies sont identiques. D'accord. Alors, rappelez-nous en quoi consiste l'association AFPI alors, exactement. Alors, du coup, nous sommes maintenant à peu près une cinquantaine de familles. À l'époque, on avait créé un site internet pour que les gens puissent nous retrouver plus facilement. Donc, il s'appelle www.aspi.fr. On a aussi une page Facebook. Maintenant, on a même une chaîne YouTube. Et on a en fait un comité scientifique qui regroupe à peu près une quinzaine de professionnels avec des origines différentes, hein, parce qu'on a des pneumologues, mais on a aussi d'autres médecins comme des gastro-entérologues, parce qu'on a des enfants qui ont des soucis digestifs avec ce genre de pathologie. Et puis on est encadré avec tout un tas de paramédicaux, que ce soit des orthophonistes, des diététiciens, des psychologues. Et il y a quelques années en arrière, du coup, on s'est tous réunis avec plusieurs familles afin de créer ce qu'on appelle un livret thérapeutique qui a été en fait destiné exclusivement aux parents, afin de pouvoir expliquer ce qui les attendait, et toutes les questions que l'on a à l'annonce du diagnostic. D'accord. Et puis donc, comment vous avez su tout ça? Comment parce que je pense qu'il faut connaître beaucoup de choses. Bon, vous avez su petit à petit avec votre fille, je pense, hein, par exemple pour la prise en charge pluridisciplinaire, tout ça. Mais vous êtes documenté comment? Vous avez regardé sur Internet? Comment vous avez fait pour À savoir l'époque, tout il y a ça? 15 ans en arrière, Internet c'était beaucoup moins flexible et il n'y avait pas toutes les informations qu'on a maintenant. Déjà, Facebook n'existait pas du tout. Enfin, les réseaux sociaux c'était assez limité. Non, moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt posé directement les bonnes questions aux professionnels qui encadraient ma fille à l'époque, et je me suis orientée systématiquement vers la personne qu'il me fallait.
après par gastrostomie jusqu'à l'âge de 2 ans. Tout ça engendre en fait des troubles alimentaires avec un apprentissage qui ne se fait pas pour ces enfants-là. Donc j'ai été suivie par une orthophoniste que peut-être certains de vos auditeurs connaissent, qui s'appelle Catherine Sénez et qui absolument pas, moi je suis dans la région parisienne, elle est sur Marseille maintenant, donc on s'était rencontrés à plusieurs reprises lors de sa venue sur Paris pour des colloques, ou moi quand je descendais en vacances, on faisait les choses par mail ou par téléphone. Et en fait, c'est en grande partie elle qui m'a conseillé et qui m'a permis de pouvoir passer d'une alimentation artificielle à une voie orale petit à petit jusqu'au sevrage définitif et de l'ablation du bouton de gastrostomie. D'accord. Alors, rappelez-nous tout ce que vous avez en prise en charge pluridisciplinaire. Donc, je pense donc vous avez orthophoniste, vous avez quel autre kiné, psychomote, parce que vous avez dit, mais rapidement tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez tous dit. Oui. Des enfants qui sont alités comme ça dès la naissance et puis qui sont branchés de partout, à savoir par un cathéter ou une nutrition artificielle avec l'oxygène. C'est vrai que c'est des enfants qui ont un retard moteur, donc effectivement elle a été prise en charge par des kinés et des psychomotriciens, aussi des psychologues qui l'ont prise en charge après quand elle a commencé à grandir, pour pouvoir aussi vivre au quotidien avec la maladie et qu'on explique les choses relativement simplement. Donc au début j'ai fait appel à des gens qui étaient en libéral et puis je me suis mis en liste d'attente sur un CAMS qui était le CAMS des Mureaux à côté de mon habitation pour pouvoir en fait bénéficier de ce soutien à moindre coût. Et oui, après j'ai mis je travaillais en association à la fois avec un pneumologue et puis un gastro-entérologue. Après, on a mis une orthophoniste en place, même pour tous les troubles de la praxie, pour apprendre à Louane à mâcher, parce qu'elle ne savait absolument pas mâcher des morceaux. Donc, c'est une petite équipe au fur et à mesure du temps qui s'est mise en place autour de ma fille. Et en tout et pour tout, ça a été une prise en charge qui a duré de l'âge de 0 à 8 ans. Je me suis vraiment débarrassée de l'intégralité de son handicap, que ce soit moteur ou alimentaire. Louane avait 8 ans. Elle a été suivie en fait à l'école avec ce qu'on appelle une ABS, une auxiliaire de vie scolaire, pour un tas. Parce que là, elle est au CAMS encore, non? C'est jusqu'à 6 ans le CAMS. Ah non, en fait, elle n'y est plus maintenant. Oui, c'est jusqu'à 6 ans. Elle a été, en fait, ils m'ont accordé une année supplémentaire au CAMS parce que c'est vrai que j'avais une équipe avec laquelle je m'entendais bien. Le CAMS, c'est effectivement jusqu'à l'âge de 6 ans, mais à l'époque, ils m'ont dit on vous la garde une année de plus. Donc, Louane est restée jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, en fait, au CAMS, parce que il restait, entre guillemets, plus grand chose à faire et c'est vrai que c'était plus pratique pour moi de rester dans un organisme qui la connaissait bien. Ouais. Donc on a été suivis avec son papa, même longtemps avec le pédopsychiatre du CAMS aussi, parce qu'on faisait le lien avec la psychologue qui la suivait sur le CAMS. D'accord. Alors pour les auditeurs qui connaissent pas, parce qu'il y en a qui sont pas du tout dans le monde du handicap, qui écoutent, je pense, le CAMS en fait c'est un endroit où tout est réuni. En fait, il y a le kiné, la psychomotricienne, enfin suivant les besoins de l'enfant, mais souvent c'est ça, kiné, psychomotricienne, orthophonie, psychologue pour les frères et sœurs aussi souvent. Il y a quoi que j'ai oublié, psychomotricienne j'ai dit, je sais plus. Il y a l'ergo aussi, ergothérapie. Je sais pas si c'est pas dans tous les CAMS peut-être. Enfin voilà. Et puis des orthophonistes, effectivement, tout un tas de psychologues, des kinés, des psychomotes, comme vous dites, des ergothérapeutes, des diététiciens aussi parfois. Suivant les besoins de l'enfant en fait. Mais kiné, moi je me souviens qu'il fallait que j'aille en libéral, mais c'était le CAMS qui prenait en charge quand même. Donc on n'avait pas à payer, mais il fallait se déplacer parce qu'eux, ils n'en avaient pas à ce moment-là, quoi. Après, du moment que ce soit pris en charge. C'est une demande au préalable qu'il faut faire auprès de la sécurité sociale et en fonction du réel handicap de notre enfant et de notre demande, ils nous accordent après les professionnels qui sont
à notre disposition en fonction effectivement de l'handicap et du besoin de l'enfant. Voilà, parce qu'ensuite il y a le CESAD qui peut être, après les 6 ans, il peut y avoir le CESAD. Donc elle a été à l'école, elle n'a pas eu besoin, je pense, d'aller au CESAD, non, hein? Non, après ma fille a été scolarisée de façon traditionnelle avec une ABS, ce qu'on appelle une auxiliaire de vie scolaire, pour la remettre sous oxygène après l'effort. Parce que Louane, dès qu'elle faisait le moindre effort sur le parcours de motricité, par exemple, quand elle était en petite section de maternelle, elle désaturait, donc il fallait la remettre 5 minutes sous oxygène pour qu'elle puisse remonter rapidement. Et du coup, elle faisait moins de choses que les autres enfants, mais elle était toujours dans l'observation et puis dans la participation avec à la hauteur de ses capacités physiques. Mmh. Alors ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale, hein, vous restez avec nous et puis on va se reprendre après, hein, pour continuer à parler de toute, on va parler aussi après du souci de la nutrition, tout ça, hein, on se reprend après. Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. J'ai besoin d'espoir dans mon combat. J'ai besoin d'amour, pas de déprime. C'est bon, j'en ai assez comme ça, avec cette putain de mort qui frime. Et ne vous mettez pas à ma place, mais restez là à mes côtés. Car pour moi chaque minute qui passe est une minute de compter. Et je vous promets, elle m'aura pas. Je vais pas tomber, je vais pas lâcher. J'ai des ressources qu'elle ne voit pas. J'ai du courage à volonté. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Et si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Oui, c'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. J'ai besoin qu'on danse autour de moi, qu'on fasse la fête pour que j'oublie cette injustice qui tombe sur moi. Même quelques secondes, c'est du répit. Parfois l'amour, ça tient à rien. Juste un regard, juste un texto. Y a pas pire que ceux qui disent rien, qui disent qu'ils ne trouvent pas les mots. Non, y a pas besoin d'être Rimbaud. Je te jure que c'est pas nécessaire, car y en a pas de bons des mots, à part tous ceux qui sont sincères. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Oui, c'est mon combat, c'est ma galère. Je voulais pas vous y embarquer. Et si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. Sachez que je vous quitterai jamais. Je vous garde en moi à l'infini. Tous les bonheurs qu'on m'a donnés, eux ne seront jamais repris. Je le répéterai jamais assez. Faut profiter et vivre intense, car un jour tout peut s'arrêter. Et c'est plus dur que tu ne le penses. Allez, maintenant on n'en parle plus. On va la bouger cette montagne. On recommence pas quand c'est perdu. Là y a pas le choix, il faut qu'on gagne. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Oui, c'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Nous voilà à nouveau sur Radio Sud Besançon et puis on est toujours dans l'émission Autour du handicap avec l'association AFPI. Donc vous êtes encore là? Oui? Oui, je suis là. Voilà.
Alors, donc, on allait parler du souci de nutrition. Comment se nourrit votre fille? Ou comment se nourrissait? Peut-être que ça a changé. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Donc, ma fille a 15 ans maintenant, mais c'est vrai qu'il s'est posé la situation fatidique de devoir lui poser un bouton de gastrostomie parce qu'à cause de sa pathologie, elle est restée très longtemps en réanimation et intubée. Donc la nutrition par cathéter était totalement insuffisante et il faut savoir que ces enfants, lorsque ils ne sont plus alimentés par la bouche, perdent le réflexe de succion-déglutition et donc on est dans l'obligation de les nourrir par sonde nasogastrique et si on n'arrive pas en fait à reprendre une alimentation orale au bout de quelques semaines ou quelques mois. Donc moi, ma fille, on lui a posé sa gastrostomie, elle avait 6 mois à peu près à l'époque, pour assurer en fait l'aspect vital bien sûr, et puis surtout pour que ces enfants continuent à croître, à grandir tout à fait normalement. Donc une gastrostomie, c'est un petit dispositif qui est placé à la surface de la peau et qui a le même but, pour faire simple sur les personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui a le même but qu'un cordon ombilical, sauf que c'est un dispositif en silicone qui raccorde en fait l'estomac à l'extérieur et on raccorde un petit tuyau pour passer l'alimentation par ce dispositif et on alimente ainsi l'enfant. Mmh. D'accord. Et puis donc, mon fils a failli en avoir une aussi. Moi, il avait une sonde nasale. Et puis, en fait, il voulait lui faire une gastrostomie. Et j'ai eu l'impression que c'était une opération qu'elle allait faire déborder la goutte d'eau, comme on dit. Et en fait, j'ai bien fait après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Si les enfants sont pas alimentés, ils perdent trop de poids. Enfin, voilà. Mais moi, j'ai forcé pour qu'ils récupèrent des glutation-succion en lui faisant des exercices d'orthophonie, plus que de raison. Et puis il a récupéré, on a eu de la chance, faut dire. Mais en fait, par la suite, 5-6 ans après, on a appris qu'il fallait aucune intervention sur lui, aucune anesthésie générale, sinon il pouvait y rester. À ce moment-là, on ne savait pas. Donc, on a eu vraiment de la chance. Et donc, donc elle a gardé combien de temps, la gastrostomie? Donc, moi, ma fille, elle s'est nourrie de manière artificielle comme ça pendant 2 ans et il a fallu que j'opère sur une rééducation qui a duré plus d'1 année avec une orthophoniste qui est spécialisée dans les troubles de l'oralité et de la déglutition. Donc, petit à petit, en fait, alors oui, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, il y a certains enfants on arrive à les réalimenter et ils se retrouvent qu'avec une sonde nasogastrique quelques mois. Et puis il y en a d'autres où c'est plus compliqué parce que chaque pathologie est différente et sur des pathologies respiratoires, c'est très angoissant en fait. Quand on avale, il faut savoir qu'on ne peut pas manger et respirer en même temps. Donc c'est dans ce type de pathologie, c'est malheureusement un dispositif qui fait presque partie du protocole de soins maintenant. Mais moi, le docteur, il croyait pas, il disait c'est pas possible, il récupérera pas et tout. Il pensait vraiment que j'arriverais jamais, quoi. Même l'orthophoniste, elle disait ça m'étonnerait qu'on y arrive. Mais je sais pas, je devais sentir que vraiment c'était ça ou. Mais c'est clair que j'aurais pas le choix, mais peut-être que je l'aurais perdu à ce moment-là, quoi. C'est ça. On a eu de la chance, quoi, vraiment. Et donc, ça s'est bien passé pour elle quand elle s'est fait opérer, l'opération en elle-même. Alors, de ce fait, oui, c'est-à-dire que moi, j'ai une expérience assez riche dans le domaine et que ce soit au début de l'opération, tout le déroulement de cette nutrition et puis jusqu'à après le sevrage et l'ablation du bouton de gastrostomie, j'ai eu la chance d'être suivie par un pédiatre généraliste sur Necker qui était assez ouvert d'esprit et qui était très à l'écoute sur ce que je souhaitais mettre en place sur ma fille, avec des professionnels même qui étaient indépendants et puis en dehors de l'hôpital. Et de ce fait, c'est aussi pour ça qu'on a créé l'association. Il s'en est suivi, alors c'est plus récent parce que maintenant on a créé un groupe qui s'appelle De la main à la bouche, qui regroupe tous les professionnels avec lesquels j'ai travaillé avec ma fille à l'époque
pour assurer sa bonne croissance et puis après ce sevrage, que je fais rencontrer en fait à d'autres parents, à d'autres familles qui sont la même configuration que nous avec des difficultés d'alimentation, parce que bon, faut savoir que malgré tout ce dispositif n'est pas naturel, hein, on chante la bouche. Donc du coup la digestion s'en trouve quand même en partie perturbée et de manière commune, quelles que soient les pathologies qu'ont les enfants, on se retrouve avec des enfants qui ne supportent pas toujours très bien cette nutrition artificielle. Il y a des choses en fait et des gestes à faire pour que l'enfant se sente mieux, et il y a des professionnels de santé qui sont vraiment intéressés sur ce sujet pour essayer de comprendre comment améliorer le quotidien des enfants et des parents qui s'en occupent. Donc ce groupe de la main à la bouche, on avait organisé un premier colloque en 2010, non c'était en 2020 pardon, juste avant le premier confinement. Voilà, parce que c'est vrai que j'organise plusieurs rencontres parents avec mon association, en tout 4, et puis ce colloque, on a prévu de le faire une fois par an. Donc on devait le refaire en 2021, mais malheureusement, en ce moment, on n'a pas le droit de se regrouper. Mais sinon, c'est un colloque qui s'est organisé au CHI de Créteil, donc dans la région, la banlieue est parisienne. Donc j'espère qu'on pourra bientôt en refaire un deuxième, et le but c'est de confronter en fait les soucis de ces enfants et ce que ressentent les parents avec des professionnels de santé pour améliorer cette prise en charge, et à mon sens un petit peu trop médicalisée, et où on devrait être plus à l'écoute avec ce que rapportent les mamans. Oui, c'est clair. Oui, il y a cette histoire de gavage là que j'ai toujours trouvé déjà le mot, hein, gavage. Oui. C'est pour des enfants en plus. J'ai toujours trouvé que c'était vraiment un terme, mais c'était pas tout sauf humain, quoi, gavage comme ça. Et puis c'est très très technique, hein. Après, moi, j'étais avec l'appareil, mais c'était dans le nez. C'est vrai que ça fait. La gastrostomie, il y a aussi les problèmes de suppuration, des choses comme ça. Oui, il faut. Voilà, c'est toute une éducation aussi qu'on fait par rapport aux parents pour les soins. Effectivement, il y a des choses qui sont plus difficiles pour nous à faire, comme aller à la piscine ou à la plage avec un enfant qui a une gastrostomie. Il arrive parfois qu'il y a effectivement des suintements avec l'apparition de bourgeons. Encore une fois, c'est pas systématique. Tout dépend aussi de la peau des enfants. Il y en a certains qui supportent mieux que d'autres. Moi, personnellement, je n'ai pas eu ce problème-là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je faisais bien les choses ou si c'est parce que j'ai eu de la chance et que ma fille n'était pas sujette aux bourgeons, mais c'est vrai que c'est des problèmes récurrents. Voilà, c'est une solution, mais c'est pas non plus, malheureusement, pas l'idéal à 100%. Et du coup, moi, ce que je m'étais aperçu, c'est que avec les réseaux sociaux, il y avait de plus en plus de groupes de mamans qui se créaient de manière un peu sous le manteau, et qui décidaient de leur propre chef de changer le protocole de nutrition qui avait été fait par l'équipe médicale, et de faire un petit peu leur sauce par eux-mêmes sans en parler aux médecins référents. Moi, je suis absolument contre ça, parce que c'est pas comme ça qu'on peut faire avancer et évoluer les protocoles de soins. Moi, le but dans ce groupe que j'ai créé, c'est vraiment confronter en fait les difficultés que nous on a avec nos enfants, et que les médecins nous entendent davantage, et que ensemble la parole s'ouvre afin que on puisse aider au mieux à supporter cette nutrition artificielle pour nos enfants, et puis que les protocoles aussi évoluent en fonction des familles et ce qu'elles souhaitent faire. Faut savoir que maintenant il y a tellement de personnes qui sont nourries par gastrostomie, parce qu'il y a aussi des adultes qui peuvent avoir eu par exemple des accidents de la route, des AVC, des choses comme ça. Donc maintenant, il existe des poches à nutrition qui sont faites directement de manière un peu industrielle, tout compte fait. Il y a des parents qui veulent préparer les repas en faisant
des préparations liquides pour que ça puisse passer par ce dispositif. C'est tout à fait faisable, mais moi, par contre, j'encourage vraiment les familles à l'expliquer au médecin qui les suit pour pouvoir rencontrer une diététicienne et qu'on adapte en fait les repas avec les calories et les quantités qu'il faut pour ces enfants. Et encore une fois, à chaque âge, à chaque pathologie, il y a des enfants qui peuvent faire des allergies alimentaires, des intolérances, etc. Donc, on doit vraiment s'adapter en fonction du besoin de l'enfant et ne surtout pas suivre ce qu'a fait le copain d'à côté. Voilà. Mais en fait, moi, c'est pareil, j'ai pas eu de gastroscopie, tout ça, mais parfois, par exemple, les infirmières me disaient, il faut lui donner le cachet à 8 heures précises, sauf qu'il avait fait nuit blanche, il m'a déjà fait 4 nuits blanches d'affilée, nuit blanche, et puis il s'endort à 7h30. Ça veut dire qu'il faut le réveiller au bout d'une nuit blanche, une demi-heure plus tard pour faire les cachets. Donc, tout des fois comme ça. Donc, moi, ce que j'ai dit, non, je lui donne quand je le réveille, et puis après, je calcule un laps de temps entre les prises. Mais j'ai pas fait ça toute seule, j'ai fait ça avec l'accord du médecin, à en discuter avec lui. C'est ça que vous voulez dire, c'est que on peut changer un petit peu les choses, mais tout en discutant avec le docteur et en ayant son accord. C'est ça, que ce soit... Oui, parce que c'est vraiment... je pense que pour aider de toute façon le jeune patient, que ce soit des enfants ou des adultes, il faut vraiment travailler en collaboration et en toute confiance, à la fois avec les parents, les paramédicaux qui encadrent après l'enfant en dehors de l'hôpital et les médecins référents sur la pathologie précisément. Parce que sinon, c'est la débandade, chacun fait ce qu'il veut. Le médecin, si les choses se passent mal, ne comprend pas pourquoi l'enfant ne prend pas c'est soin. pas tout aussi, alors voilà. Du coup, il essaye de changer son protocole, peut-être en augmentant les doses, mais le parent en fait toujours à sa tête. Et c'est vrai que moi, je fais les gros yeux aux parents, je leur dis, il faut assumer vos choix jusqu'au bout. Et après, si vous sentez que vous êtes aussi dans une démarche où votre enfant va mieux, il faut arriver à le faire admettre à l'équipe médicale pour être après aidé et soutenu par cette équipe médicale et pour refaire des calculs de nutrition corrects en fonction du poids et de l'âge de l'enfant et de sa maladie. Voilà. Moi, je pense que les médecins ont besoin des parents parce que les parents peuvent savoir et sentir des choses que les médecins sentent pas parce qu'ils connaissent pas autant l'enfant que les parents, et les parents ont besoin des médecins parce qu'ils ont la connaissance que nous on connaît pas. Ils ont fait quand même des études, ils ont de l'expérience. Les deux doivent travailler ensemble, mais pas chacun de son côté, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le médecin doit pas travailler non plus sans les parents, et les parents c'est vraiment pas travailler avec tout seul non plus. C'est vraiment un travail d'équipe, je pense, qu'il faut qui se mettent en place depuis le tout début de la maladie de l'enfant. Hein. Ça, c'est important. Hein. C'est vrai que les parents qui font tout seuls, c'est très dangereux, moi, je pense. Hein. Ils s'aperçoivent pas, mais ça peut être très dangereux. C'est un partenariat. Je pense qu'après, il faut trouver aussi le bon médecin avec lequel on s'entend bien. Oui, et voilà. puis, je ne veux pas que les enfants se retrouvent dans une situation un peu de prise en otage, parce qu'il faut savoir qu'un tout petit, qui a quelques mois ou qui a 3-4 ans, ne peut pas vraiment se plaindre et dire voilà, il y a ça et ça qui va pas. Donc il faut aussi faire confiance aux parents qui vont avoir ce retour d'aspect clinique, parce que comme vous l'avez très bien dit, on connaît très bien notre enfant, on le voit tous les jours, on le voit évoluer, alors que le médecin va le voir en consultation une fois par mois ou une fois par semaine, suivant le suivi qu'on a en fonction de l'évolution de la maladie, mais le médecin va le voir quelques minutes en fait, alors que nous on le voit au quotidien. Et c'est vraiment important qu'on puisse avoir ce partenariat et cette confiance qui se mette en place. Moi, je pars du principe que la santé, elle vient aussi de notre alimentation. Donc, un enfant, après, qui ne profite pas bien avec son alimentation, qu'elle soit orale ou artificielle comme ça, c'est pas un enfant qui va pouvoir combattre correctement ses soucis de santé, quels qu'ils soient. Donc, ça semble être vraiment la base, quelque part, de la médecine, de faire en sorte que ces enfants-là ont une alimentation saine et équilibrée et qui les aide à surmonter leurs difficultés. Oui. Je vois que le temps passe. Je voulais tout à l'heure, on va avoir le papa ou la maman, mais je crois que ce sera le papa du petit garçon qui s'appelle Thiago. Alors, quel est le lien entre vous et Thiago? Parce que c'est eux qui m'ont parlé de vous. Et alors, expliquez-nous. Comment vous connaissez? Les parents de Thiago, je les connais depuis peut-être 2 ans maintenant. Quand le petit en fait est né, ils
ont trouvé mon association via Internet. Et puis, comme de nombreux parents, alors on n'habite pas du tout dans la même ville. Hein. Moi, je suis dans le nord de la France, ils sont dans le sud. Mais heureusement que maintenant, Internet est là. Ça nous a permis en fait de communiquer par téléphone. On s'envoie des mails, des messages. Ils ont pu avoir d'autres avis aussi médicaux par des médecins avec qui je les ai mis en relation. Donc ils étaient montés sur Paris il y a quelques temps de ça pour un petit peu mieux comprendre la maladie de leur fils et puis affiner un peu le protocole. Faut savoir que maintenant, sur ces maladies rares, même si les gens sont suivis en dehors de la PHP à Paris, il y a des réunions en fait pluridisciplinaires et puis avec différents médecins de part et d'autre dans les hôpitaux. Et bien souvent, quand je parle de nouveaux enfants, des parents qui adhèrent à mon association aux médecins avec lesquels je travaille sur Paris, ils connaissent déjà le dossier des parents et des enfants. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Alors virtuellement, je dirais, avec les parents de Thiago, que je n'ai pas vu visuellement, encore une fois, parce que en ce moment, je n'ai plus le droit de rentrer dans les hôpitaux. Mais c'est vrai que d'ordinaire, quand les parents montent sur Paris, comme moi je suis à 50 km de Paris, je m'arrange toujours pour visiter les enfants en chambre après et faire la connaissance en direct avec les parents. Et après, ces parents, ça leur arrive de venir à nos réunions qu'on organise. Donc voilà, avant le Covid, on se réunit à peu près entre minimum 3 et 4 fois par an en milieu hospitalier pour justement pouvoir évoquer tous les traitements, les effets secondaires, l'évolution de ces enfants-là. Voilà. Donc, avancer ensemble. Avancer ensemble. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les liens pour vous trouver sur Internet? Comment font les parents qui découvrent en fait, par exemple, que leur enfant a des maladies dont votre association aide? En général, les parents en fait tapent le nom de la maladie de leur enfant. Et puis nous, comme on existe déjà depuis presque 10 ans, on est répertorié maintenant sur Google et ils tombent assez facilement sur notre association. Donc soit par le biais du site internet qui est www.aspi.fr ou sinon sur Facebook aussi. On a une page Facebook déjà depuis, je sais pas, au moins 6 ou 7 ans. Donc, on reçoit en fait des messages. On peut communiquer directement en fait sur le site internet avec d'autres familles. On a fait une carte de France et pour les parents qui sont d'accord lorsqu'ils adhèrent à notre association, en fait, on trouve une adresse mail qui correspond après au plus proche de la ville où on habite. D'accord. C'est vrai qu'au début, on était beaucoup de Parisiens parce que c'était des enfants qui étaient pris en charge sur Paris et malheureusement, c'est des enfants dont les pathologies on ne connaissait pas. Donc en province, ils ne survivaient pas, ces enfants-là. Et puis petit à petit, la prise en charge s'est élargie sur le plan national. Donc maintenant, j'ai des enfants sur toute la France. D'accord. Et ça nous permet de mettre en lien des parents qui sont au plus proche de leur domicile. Donc maintenant, j'ai un peu des parents référents, on s'est un peu partagé la carte de France. Oui. Les parents sont des enfants qui sont un petit peu plus jeunes que ma fille, mais qui sont plus âgés que les bébés qui naissent aujourd'hui. Et j'ai des liens qui se sont créés au fur et à mesure avec ces familles. Je trouve ça très sympa parce que du coup, moi, ça me permet de passer le relais. Et parce que c'est vrai que c'est une association, on est bénévole, hein, vous savez ce que c'est, et ça demande quand même beaucoup de temps dans nos engagements, quoi, pour le faire correctement. D'accord. Eh bien, écoutez, on va être obligé de se quitter parce que là, il faut garder de la place pour les parents à Thiago. Et je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné et puis d'avoir expliqué tout ce que vous faites et tout. Et donc, je répète, c'est l'association AFPI, donc A-F-P-I-E. Pour la trouver plus facilement, avec tout ce que vous avez expliqué, mais voilà. Ok, écoutez. Je vous remercie en tout cas de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Je vous laisse effectivement avec les parents de Thiago qui vous donneront plus dans les détails. Je pense qu'ils vivent au quotidien avec leur fils. C'est un petit bonhomme qui est un petit peu plus âgé de 2 ans. Il doit avoir un petit peu plus de 2 ans maintenant. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et puis bonne continuation. Merci. Au revoir.
te le dis, tu me crois pas, mais je te le dis. Je peux faire de ta planète un putain de paradis. Enfin, je me dis la vie est belle. Avant, elle était juste jolie. Ce nouveau monde, je m'en remets pas. Depuis que t'es là, je me connais moi. Et je me dis, j'y crois pas, mais je me dis que c'est pas dehors, mais dans tes bras que je veux passer la nuit. Je me suis levé avant le réveil. Pourtant 2 semaines que j'ai pas dormi. Je ressemble à rien mais j'ai tout. Si tu respires mal j'étouffe. Mais non, mais non, mais non, je ne bougerai pas. Même quand t'auras grandi, je me tiendrai là entre toi et la pluie. On m'avait dit tu verras, tu verras. Je me contentais de sourire, je t'avais pas vu venir. Comment faire? Je ne peux défaire mon regard de toi. Non, non, non. À faire toutes ces choses qui ne s'apprennent pas. Comment tu viens de m'appeler? Je rêve ou quoi? Est-ce que j'ai mal compris? Il est déjà l'heure d'éteindre la lumière. Mais je ne peux défaire mon regard de toi. Non, non, non. T'es si petit mais je tiens entre tes doigts. Depuis tout à l'heure, je suis là, je balbutie. T'as sûrement rien compris. Mais plus rien n'éteindra jamais ma lumière. Des cris, sûr qu'il y aura des cris. Tu me mettras dans des états qu'on peut même pas décrire. Et puis je fondrai comme neige au soleil de tes sourires. Petite, prends pas trop vite pour Hercule. Y a ton repas sur mon pull. Il est pas né celui qui t'enlèvera. Je pourrais faire des folies. Je pourrais braver 1000 hommes, le vent, la pluie. La seule question qui me vient quand je te vois, comment j'ai pu tenir tout ce temps sans ton sourire? Comment faire? Je ne peux défaire mon regard de toi. Non, non, non. À faire toutes ces choses qui ne s'apprennent pas. Comment tu viens de m'appeler? Je rêve ou quoi? Est-ce que j'ai mal compris? Il est déjà l'heure d'éteindre la lumière. Mais je ne peux défaire mon regard de toi. Non, non, non. T'es si petit mais je tiens entre tes doigts. Depuis tout à l'heure, je suis là, je balbutie. T'as sûrement rien compris. Mais plus rien n'éteindra jamais ma lumière. Ma lumière. Alors, on va bientôt avoir un invité. On a un petit bug téléphonique. Oh. Oui, allô? Oui, bonjour. Excusez-moi, on a eu un petit problème technique avec le téléphone. Il n'y a aucun souci. Vous m'avez fait stresser quand même, là, quand vous m'avez dit que ça raccrochait. Alors, donc, vous êtes le papa de Thiago. C'est ça. Voilà. Alors, rappelez-moi, parce que j'ai plus du coup ma feuille sous les yeux, comme j'ai essayé de vous rappeler plusieurs fois, la maladie de votre fils. Alors, la maladie de mon fils, il a une fibrose pulmonaire interstitielle diffuse. Et il a une deuxième pathologie, la maladie des Niailles. C'est des cellules du poumon qui ne sont pas bons. Donc, ça s'appelle l'évolution des enfants atteints d'hyperplasie des cellules neuro-endocrines. Voilà, toujours des noms un peu farfelus. Un peu compliqués, oui, comme vous le dites. Voilà, comment vous en êtes rendu compte? Alors, en fait, le souci, c'est que notre enfant est né prématurément à 34 semaines. Donc, on est parti à la conception à Marseille au service de néonatal. Donc, on est resté 2 mois en néonat, en réa néonat. Le problème, c'est que Thiago pesait à la naissance 1,1 kg. Donc, pour les médecins de néonatal, c'était pas trop grave, mais il y avait un souci de poumon, donc il était sous oxygène.
H24. Et le problème, c'est qu'à la fin de la néonate, on est parti directement à la Timone parce qu'ils ne savaient plus quoi faire par rapport à la néonatale. D'accord. Et puis, donc, vous avez suivi les médecins pour tout ça et puis... les médecins, on nous a mis avec un professeur Jean-Christophe Dubu qui s'occupe du service de la Timone de Marseille. Donc, c'est là où il nous a dit à 4 mois de vie que Thiago était atteint d'une fibrose pulmonaire plus la maladie des Niailles et que l'évolution, il y a plusieurs fibroses pulmonaires. C'est comme si vous allez dans une boulangerie, vous demandez un gâteau, mais quelle sorte de gâteau. Donc en fait, il y a plusieurs fibroses et nous, on a la fibrose qui est la plus rare en France. D'accord, donc c'est encore moins facile quand c'est rare. Oui, ok. Et puis alors, quels sont dès que vous avez su ça, comment tout s'est mis en route? Qu'est-ce que vous avez mis en route comme... Donc, qu'est-ce qu'on a mis en route? On a mis directement en route une fibroscopie. Donc, c'est pour prendre un bout de poumon, pour l'analyser, pour voir l'étendue de la pathologie. Donc, il a eu des prises de corticoïdes 3 fois par semaine pendant 3 mois. C'est de la cortisone pure qu'on vous met en perfusion. Donc pour essayer d'éteindre cette fibrose, mais le gros problème c'est que ça n'a pas marché. Et au jour d'aujourd'hui, Thiago va être sur une liste d'attente de greffe pulmonaire. D'accord. Parce que le problème, au plus il grandit, au plus il a besoin d'un port d'oxygène, donc c'est un peu compliqué. Et puis là, il a quel âge là? Il va avoir 3 ans le 6 juillet. D'accord, et donc il est à la maison avec vous? H24 à la maison, et interdit de collectivité. Oui. Parce que le problème, c'est que si d'autres enfants, ils ont un petit rhume, nous, le problème, ça se transforme en infection pulmonaire et on part directement en réanimation. Et on y était il y a 1 mois de ça et on est resté 1 semaine encore. D'accord. Et donc le Covid, faut surtout pas l'attraper non plus, quoi. Le Covid, faut surtout pas l'attraper. Le gros problème, c'est que même nous, en tant que parents, si on sort, on doit se changer les vêtements par rapport, si on rentre à la maison pour pas ramener de bactéries. On peut être porteur sain sur pas mal de pathologies. Vu que Thiago est très très faible par rapport à ça. Donc on fait très très attention depuis la naissance. D'accord. Et puis donc pour l'avenir, vous voyez ça comment? Comment vous disent les médecins? L'avenir, c'est très très compliqué vu que je suis propriétaire moi d'un restaurant sur Bormes et Mimosas. Donc c'est ma femme qui gère pendant la saison. Donc nous l'avenir, c'est on vit au jour hein. Oui. On peut pas se voir plus loin par rapport à Thiago, par rapport à sa pathologie, parce que le souci, si on prévoit des choses que ça se passe pas bien, la priorité c'est Thiago, donc on ne peut pas sortir, on ne peut pas partir en vacances, on peut pas faire beaucoup de choses. Et il parle pas d'une évolution quand même s'il arrive après, par exemple, à avoir une greffe? Pour l'instant, ils veulent pas parler d'évolution parce qu'ils ne savent pas dans quel stade est sa maladie. On a reçu une lettre il y a 2 jours parce que le professeur Dubu qui est à la Timone, vu que c'est des maladies qui sont hyper infantiles, hyper rares, ils nous ont demandé de faire des recherches sur Thiago pour d'autres enfants, pour que ça arrive sur d'autres enfants en fait, pour voir ce qu'on peut faire après sur d'autres enfants. Donc voilà quoi. Et puis vous êtes de où là? Vous êtes par là-bas, là, vers la Timone, tout ça là, hein? Enfin vers Marseille et tout. Voilà, c'est ça. Nous, on habite dans le 83, dans le Var, et à chaque fois, on va à Marseille, à la Timone. Il faut 1h30 de route à chaque fois. Donc, des fois, je fais 4 allers-retours par jour pour apporter des affaires, pour soulager ma femme. Donc, c'est une vie qui est un peu dure quand même. Oui. Et puis, vous avez d'autres enfants? Non, c'est le seul. Et D'accord. pour l'instant, ça sera l'unique par rapport à sa pathologie. Qui est très compliqué, qui est très complexe. Donc, on ne veut pas prendre de risque de faire un deuxième enfant au jour d'aujourd'hui. Oui. Se mettre directement, être à fond pour notre fils Thiago. Et puis, est-ce que vous savez si c'est génétique, tout ça? J'ai pas. Non, pas du tout. On a fait tous les tests possibles. On a fait des tests. On est remonté jusqu'aux arrière-grands-parents. Par rapport, parce que ma femme est d'origine de Metz, de la Lorraine, donc ils ont vérifié dans sa famille, ils ont vérifié dans ma famille et
Il n'y a pas de tout ça. Pour eux, c'est une maladie qui est infantile et ils ne savent pas comment il a pris ça et on ne sait pas comment le soigner au jour d'aujourd'hui. D'accord. À part avec des médicaments comme le Zitromax, l'Atrovent. Il a une VNI pour enlever tout le PCO2 le soir parce qu'il est sous oxygène H24, sauf le soir quand on lui met une machine qui s'appelle la VNI pour enlever tout le gaz carbonique qu'il a dans le corps en fait. Ok. Et puis, à part tout ça, c'est déjà énorme, hein, mais est-ce qu'il a des retards physiques? Non, c'est un enfant tout à fait... C'est un enfant tout à fait normal, sauf ses poumons, quoi. Mais sinon, il grandit comme un enfant normal, il joue, il parle, donc il vit, il est né avec son câble d'oxygène, donc il vit avec son câble, il sait faire attention, dès que son câble est bloqué, il enlève lui-même, donc non, il est né avec, donc c'est vrai que sur ça, on a une chance, mais quand il voit d'autres enfants sans oxygène, là, il regarde ça fait un peu mal parce que les autres enfants, quand ils le regardent, pourquoi il a ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Oui. Donc, c'est très, très compliqué. Ça. Est-ce qu'il en dit quoi alors? Lui, il en parle quelquefois de sa maladie? Pour l'instant, il vient juste de commencer à parler, donc il pose pas encore ces questions, mais il commencera vraiment à bien parler, à comprendre. Bon, il expliquera tout ce qu'il a, tout ce qu'il a eu, tout ça, pour lui dire la vérité, pour pas lui cacher. D'accord. Et puis je pense que la famille, tout ça, c'est pas facile non plus, parce que du coup, ils peuvent pas venir vous rendre visite, vous pouvez pas aller. On a une belle famille qui est au top, parce que on a eu un gros souci. Ils sont arrivés 48 heures après, le temps de faire la route, tout ça. Donc non, j'ai une belle famille qui est vraiment au top. D'accord. Ils sont vraiment là. J'ai ma famille aussi derrière. Donc heureusement qu'on a nos familles tous les deux pour rester avec nous, pour nous aider, tout ça. Donc non. Et puis au niveau du couple, je suppose que ça c'est pas facile aussi, mais vous êtes un peu obligé de tenir, quoi. Voilà, c'est pas facile dans notre couple, mais je vais vous dire la vérité, c'est quand on a un enfant handicapé, où on se sépare, où on se rapproche et on reste soudés. Et nous, ça nous a soudés 2 fois plus. Donc, tant mieux. Oui. Voilà, on est resté soudés et c'est ça qui est vraiment bien. Notre force, c'est d'être toujours à deux. D'accord. Et puis alors, votre épouse, elle avait un travail et tout ça avant le. Elle avait un travail avant. Elle était serveuse dans mon restaurant. Donc, elle travaillait, tout ça. Et depuis qu'on a eu Thiago, elle ne peut plus travailler. Donc, on est sous même des tâches. Donc, on retrouve les mails tous les mois. Par rapport à Thiago, vu qu'il ne peut plus travailler, vu qu'on doit le garder à la maison. Donc, on ne peut pas trop sortir, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour ma femme. Elle a le plus mauvais rôle de rester H24 enfermée dans la maison. D'accord. Ok. Et puis, donc, vous aviez connu l'association AFPI, qu'on a eu juste avant. C'est ça. Et puis, alors, comment vous l'avez connue, cette association? Alors, on l'a connue, c'est très simple. À 4 mois de vie, quand on vous annonce la fibrose pulmonaire, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre iPad, votre téléphone ou un ordinateur, vous marquez ça sur la barre de recherche sur Internet, la fibrose pulmonaire, et vous trouvez tout ce qu'il y a. Et on a trouvé cette association qui est basée sur Paris, qui s'appelle l'AFPI. Et puis on a envoyé un message et ils étaient déjà au courant que notre fils s'appelait Thiago, qui était malade. Et la présidente qui s'appelle Gaëlle, qui a été derrière nous, qui a toujours été là et qui est toujours derrière nous. Donc et on a eu des soucis, des renseignements, ils étaient là pour nous. Et c'est une association vraiment bien. Ils sont là avec les parents du début jusqu'à la fin. D'accord. Et puis donc là, vous conseillez à tous les autres familles qui se retrouvent dans votre situation de les appeler, parce que vraiment, ça vous a beaucoup aidé. Oui, bien sûr. Ils se mettent en relation avec les professeurs. Ils ont des professeurs. Ils sont basés sur l'hôpital de Trousseau à Paris. Donc, il y a le professeur Alfepo qui est un grand professeur comme le professeur du
qui sont de grands professeurs et qui suivent Thiago depuis la naissance maintenant. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de tout gérer, de voir les professeurs tout le temps. Ça, c'est vrai. Oui, je pense qu'on a perdu notre invité. Oui, on l'a perdu. À mon avis, c'est ton téléphone qui capte. On va passer cette fois quelques annonces. Donc, et puis je vous reprendrai après. Le samedi 26 juin à 14h sur la place de la mairie de Besançon, des associations comme l'Espoir pour Jade, que vous avez déjà entendu dans une des émissions, Léo contre les AVC, donc c'est notre association, mon fils Léo qui est à côté de moi, les petits pas de Romane, donc la petite Romane, l'Espoir de vivre autrement pour Ilona, la grande Ilona qui a 16 ans, souhaite vous inviter à marcher à leur côté pour réclamer des soins et la prise en charge de toutes les fois où les parents et aidants doivent faire pour aider les enfants handicapés. Nous dénonçons l'indifférence du gouvernement envers les petites associations, trouver des solutions pour les aidants, souvent épuisés et non remplacés. C'est vrai que nous, par exemple, je parle pour nous, mais bon, à peu près tout le monde a les mêmes problèmes. On doit trouver entre 6 000 et 8 000 euros pour emmener Léo pour faire des stages non remboursés par l'État et pour le faire progresser, tout ça. Et puis bon, voilà, il y a encore du chemin à faire pour qu'on soit quand même, on est obligé de créer des associations et c'est pas normal, voilà. Donc venez nous aider en marchant avec nous sur la place de la mairie à Besançon. Venez nombreux et puis que ça nous aide à faire bouger les choses. J'ai une autre annonce aussi avant de vite couper. Donc le 12 septembre à Chanvan dans le 39 vers Dole, il y aura la 14e traversée du Grand Dole où tous les dons et la moitié des bénéfices seront remis à 2 associations. Donc il y a toujours la nôtre, Association Léo contre les AVC, et un pas en avant pour Naomi. Voilà, donc ces 2 associations seront bénéficiaires de cette traversée. Alors cette traversée, il y a des courses, on peut s'inscrire pour courir et puis s'inscrire pour marcher. Alors vous pouvez trouver comment vous inscrire sur www.copain avec un S DE donc la traversée sans l'accent, mais il y a bien .fr. Alors, vous pourrez vous inscrire pour la course à pied ou la marche. Tout est dans le site. Par exemple, la marche, c'est 3 € pour les 5 km, 5 € pour celui des 10 km et 7 € pour celui des 16 km. J'ai créé aussi un événement en ligne sur la page association Léo contre les AVC. Vous pouvez vous marquer intéressé, participant, tout ça, qu'on voit un petit peu si vraiment il va y avoir du monde. Mais n'hésitez pas à en parler et puis à venir, quoi. Plus il y a de monde, plus il y a de bénéfices pour nos associations. Donc on va pouvoir dire au revoir au papa Thiago. Vous êtes là? Toujours, je suis. Voilà, donc on a été coupé avec le téléphone. Je suis désolée, je sais pas ce qu'il y a eu. C'est vraiment pas la bonne journée aujourd'hui. Alors, écoutez, on peut quand même se dire au revoir. J'espère que ça va pas recouper avant qu'on puisse se dire au revoir. Je vous souhaite tout du bon avec votre fils et puis que ça s'améliore du mieux que vous pouvez. De m'avoir invité pour parler de la maladie, qu'il n'y a pas que si d'autres parents ont le même cas, qui sont pas seuls. D'accord, voilà. Et puis qui n'hésitent pas à appeler l'association AFPI pour les aider, comme on a vu. Bien sûr. Voilà. Heureusement qu'ils sont là. Ouais. Alors donc, écoutez, bon courage, continuez à chérir et puis à vous occuper de votre fils Thiago comme vous le faites. Et puis, ma foi, bonne journée. Et puis, à vous. Voilà. Merci. Et je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. À vous aussi, au revoir. Oui. Je vais dire au revoir aux auditeurs aussi. Je m'excuse de tous ces désagréments techniques. Je ne sais pas, c'était la journée aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Voilà. Et puis, ma foi, je rends l'antenne à notre collègue. Et puis, bonne journée à tous. Au revoir.